Alors voilà comment pratiquent les Canadiens. Vous voyez en haut, de gauche à droite, les niveaux de taxonomie cognitive. Et 1 à 3 sont les plus faibles, ceux qui vont le moins amener à des compétences et le moins amener à une rétention des connaissances, c'est-à-dire la capacité à retenir les connaissances au long cours, et inversement 4, 5, 6 vont apporter des connaissances, des compétences de haut niveau et longuement, qui vont rester beaucoup plus longtemps dans la tête de l'étudiant que les 1, 2, 3. Voilà ce que l'on doit utiliser comme vocabulaire de façon à ce que ce soit évaluable et que ce soit observable. Un autre vocabulaire, alors il y a d'autres listes, mais la plupart du temps, on utilise des vocabulaires qui sont très précis et qui permettent ces deux qualités. Alors, un autre avantage du pourquoi, c'est l'auto-évaluation. C'est-à-dire que comme les objectifs sont clairs avec les situations de départ, eh bien, il va être beaucoup plus simple de procéder à une auto-évaluation et dire à l'étudiant là où il en est. Donc, c'est beaucoup plus simple par rapport aux attendus d'apprentissage. Et bien entendu, ça va être utile à l'étudiant de savoir à tout moment où il en est pour chacune des situations, et puis pour l'ensemble des situations. Donc on se retrouve comme si cet étudiant avait une chambre rangée par rapport à une chambre qui ne serait pas rangée, et on ne sait pas où on en est parce que c'est impossible de visualiser l'ensemble. Donc l'étudiant qui sait où il en est, il va être réflexif, il sait exactement ce qu'il doit faire, et donc il va pouvoir mettre en place des stratégies pour continuer à améliorer de façon infiniment plus simple, parce qu'en permanence il sait où on est. Et bien entendu, je vous le dirai tout à l'heure, les portfolios ont une importance là-dedans. Un autre élément, une autre opportunité qui serait de rajouter des éléments de motivation des étudiants, parce que ils sont au centre de l'apprentissage. Les perceptions, c'est franchement fondamental. Moi, je vous mets à votre place, je vous mets en face de deux magasins. L'un, vous avez un type qui est un baratineur, ça fait sympa, etc. Mais derrière, c'est un escroc. Et le magasin de droite, vous allez être devant un type qui est austère, hein, mais en fait, c'est un type qui est doué et qui ne sait pas se vendre. Il est fort à parier que vous alliez tous, une partie d'entre vous, à gauche, parce que votre perception paraît bien. Et les perceptions, elles sont essentielles, elles ne sont pas forcément... c'est ça qui va driver les comportements des étudiants. Alors, il y a trois, selon Roland Viau, qui est un des professeurs de pédagogie les plus connus, il y a trois grands types de perceptions importantes pour motiver les étudiants. La première, c'est la compétence. Ils vont se demander, vous-même, vous pouvez vous dire, est-ce que je pense que je suis compétent dans le domaine? La deuxième, c'est la valeur de la tâche. Est-ce que cette tâche, elle va m'apporter quelque chose, ou au contraire, ça ne va rien m'apporter? Vous vous doutez bien que vous n'allez pas être très motivé pour ça. Et enfin, c'est la contrôlabilité de la tâche. Est-ce que je pense que je suis capable d'y arriver? Si je vous mets par exemple à faire de la gravure sur verre d'un coup, tout d'un coup, si personne n'en a jamais fait parmi vous, vous allez vous dire, mais je vais jamais y arriver, donc je vais jamais le faire. Et enfin, il y a un dernier élément qui n'est pas considéré par Vio comme une perception importante, mais plutôt une caractéristique ou une visualisation du fait que la motivation est là, mais pour un certain nombre, et moi je suis d'accord, c'est le plaisir. Quand un étudiant a du plaisir parce qu'il y arrive, c'est un grand déterminant de motivation. Donc on va rajouter ces déterminants de motivation dans les cours. Et les situations de départ aident grandement à le faire. Alors comment les utiliser intelligemment? Moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'utilise des algorithmes. Vous voyez là un vieil algorithme qui depuis a été transformé sur les troubles de force moteur.
et bien voilà ce que l'on fait devant les œdèmes et les étudiants. Donc c'est des algorithmes qui sont simplifiés, donc qui vont permettre de raisonner. Et d'emblée, on va débriefer avec l'étudiant chacun des patients, chacune des tâches d'apprentissage, comme par exemple eh bien, une simulation ou un jeu de rôle. Eh bien, on va lui demander dans la tête, et c'est ça qui va faire progressivement l'utilisation et l'amélioration, la transformation en compétences. Il va progressivement évoquer l'ensemble des hypothèses, il va les éliminer, les infirmer ou les affirmer. Et il va y rajouter de la valeur prédictive positive, négative. Donc il va apprendre en fait la vraie vie. Voilà. Voilà un autre sur la droite pour douleur des membres inférieurs. Alors on peut aussi s'entraîner aux echos, puisque c'est relativement proche. On a peu l'occasion d'utiliser l'oral. Vous pouvez, en situation, plus facilement leur donner la parole pour utiliser cette parole de façon à acquérir les algorithmes et acquérir la compétence. On va s'intéresser aussi à quelque chose qu'on explore peu, et vous avez vu que les situations de départ vont comprendre un certain nombre de situations dans le domaine psychomoteur, c'est-à-dire la capacité à faire des gestes, et dans le domaine affectif, c'est-à-dire la relation avec les autres, qui est très importante pour un médecin. Et enfin, eh bien, comme il y a un gap entre la 2e-3e année pour la sémiologie analytique, c'est-à-dire devant une douleur des membres inférieurs, dire quelle est la cause, et la 4, 5, 6e année des FASM, où là on a la sémiologie étiologique, et devant par exemple une polyarthrite qui donne cette douleur des membres inférieurs, on va dire quelle est la maladie, et il y a souvent un gap, on oublie la première partie, ce qui fait qu'on a dans le raisonnement une limitation. Eh bien, le fait de débuter par les situations de départ pour apprendre la sémiologie analytique va permettre de maintenir ce fil et de le continuer. Enfin, une chose très importante, ça serait d'enseigner en jeu de rôle, et on le fait, on donne aux étudiants des canevas de scénarios, et ça va leur permettre de monter dans la complexité et atteindre des niveaux taxonomiques importants qui vont leur permettre, eh bien, par exemple, on va leur demander à partir de ces algorithmes, il va falloir qu'ils disent au médecin et disent à l'acteur qui joue le patient quels sont les éléments positifs pour le diagnostic qu'ils ont choisi et les éléments négatifs que constitue le diagnostic différentiel. Donc ils vont analyser, évaluer et créer. Donc c'est des choses qui vont durer beaucoup plus longtemps pour eux. Voilà, et on va aller vers ce que les anglo-saxons appellent les HOTS, donc ces compétences de haut niveau taxonomique. Enfin, on va leur permettre de comprendre quels sont les réels objectifs pour être un bon médecin. Moi, je le répète très souvent à tous ceux qui veulent l'entendre, jamais je vous verrai à une pièce de théâtre où les acteurs savent 10 sur 20 de la pièce de théâtre. Donc, eux, ils ont dans la tête que 10 sur 20 à la pièce à l'examen facultaire, ça va leur permettre d'être de bons médecins. Et pourtant, ils savent bien que les suivants ne marchent pas très bien et qu'il y a des difficultés. Et ils ont beau arriver à 10 sur 20, quand ils sont en stage, ça ne marche pas très bien. Donc, en fait, la réelle question qu'on devrait se poser, est-ce que c'est pas plutôt au contraire de connaître un maximum de situations de départ et d'acquérir des compétences à partir de ça, avec des situations de départ qui vont être mises en contexte riche, varié et complexe, et qui vont faire de bons médecins, sûrement beaucoup plus en tout cas, moi je dirais oui. C'est ça le changement de paradigme, c'est qu'on veut que les cours amènent l'étudiant à de la compétence, savoir les utiliser directement et non pas on donne le cours et l'étudiant se débrouille pour y arriver comme nous on l'a fait dans le passé. Alors les e-portfolios sont très importants parce que ils vont être un témoin, un lien consultable, vérifier que l'enseignement, il y
a bien une adéquation entre l'enseignement, c'est-à-dire le cours, qu'il soit surtout magistral quand on parle d'enseignement, et la tâche, la pratique, la tâche d'apprentissage. Qu'il y a bien d'un apprentissage à un autre, on passe à un stage, on passe à un jeu de rôle ou une simulation, eh bien on va vérifier que l'étudiant progresse bien dans l'acquisition de la compétence pour chacune et des attendus d'apprentissage pour chacune des situations de départ. L'étudiant lui-même pour la vérifier par lui-même, donc il va pouvoir imaginer des situations s'il n'y est pas. Il va avoir de la rétroaction par son enseignant et par lui-même. Et donc l'enseignant, lui, saura où on en est. Et il va pouvoir regarder le portfolio de l'étudiant et voir s'il a bien progressé. En conclusion, quand on a une situation de départ, on va essayer donc de faire un transfert de connaissances vers compétences qui va améliorer la motivation en améliorant la valeur de l'activité puisqu'ils vont réussir à faire des choses, ils vont avoir l'impression d'être compétents et d'arriver à bien penser qu'ils vont y arriver, la contrôlabilité. Donc, ils vont augmenter leurs connaissances et leurs compétences, et puis progressivement, avec le temps, de DFGSM2 jusqu'en DFSM3, eh bien, on va faire des tâches de plus en plus riches, variées, complexes. Il faut absolument que l'UFR suive ça. Et puis, on va arriver au niveau professionnel qui aura acquis connaissances et compétences dans un maximum de situations de départ. Et c'est concordant avec la réussite aux ECOS. Voilà, je vous remercie de votre attention.